Ma philosophie, c'est de travailler jusqu'à quand je me sens satisfait et surtout que je pense que mon client va être satisfait. Ok. C'est-à-dire que voilà, j'ai mes deadlines et je compartimente bien, bien mon horaire. Bon, ça c'est aussi, je peux plancher à fond. Cette deadline, elle doit être tenue. Ben ouais, là, je travaillerai 16 heures. Puis je donne mes deadlines et en fonction de, je me garde un horaire correct, quoi. Arthur, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Bienvenue dans le podcast de YouStart. Je t'ai invité parce que tu as lancé ta startup qui s'appelle Skysun. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler et dire dans quel domaine est-ce que tu travailles? Alors Skysun, c'est une entreprise qui travaille dans l'énergétique, l'énergie renouvelable. En deux mots, ce qu'on fait chez Skysun, c'est qu'on loue des surfaces de toit industriels afin d'y placer des panneaux solaires qu'on exploite. Ok, d'accord. Très simplement. Ok. Et tu fais ça tout seul? Tu as un associé? J'ai un associé qui s'appelle Léopold Kopiters, malheureusement qui ne peut pas être présent en ce moment, mais on fait ça à deux. Ouais. Ok. Et comment vous est venue l'idée? À quel moment vous vous êtes dit on va louer des surfaces de toit industriels, des tailles industrielles pour y mettre des panneaux solaires? Alors l'idée, elle n'est pas venue comme ça c'est clair qu'on a un peu cogité. Lui est parti faire un stage dans une entreprise anversoise qui a créé un nouveau système de turbines hydrauliques. Des microcentrales en fait électriques, très intéressant. Donc je lui dis waouh, ça c'est vraiment c'est une start-up aussi qui est incubée par Engie. Ils sont au Chili là parce que c'est plus dur d'installer des turbines ici en Belgique où il faut des permis pas possibles. Enfin bref, je dis waouh, c'est super intéressant. Il faudrait que tu viennes à la maison, qu'on planche un peu sur le sujet, voir s'il y a moyen de faire quelque chose ici en Belgique. On s'est rendu compte qu'effectivement, Belgique est administrativement bloquée et trop cher. Donc, on était à deux dans une pièce. On s'est dit, bon, ben, on va réfléchir. Il y a quelque chose à faire dans le domaine. Et par hasard, en discutant le soir autour d'un repas, on s'est dit, attends, à Bruxelles, il y a quelque chose à faire là-dedans. On a commencé à s'informer, à cogiter, à téléphoner à des gens. Et voilà. Ok, donc vous décidez de vous lancer. On a décidé de se lancer. Et comment ça se passe au début? Je veux dire, comment est-ce que tu fais pour... t'appelles une personne qui a un grand toit et tu lui dis est-ce que je peux louer ton toit? Alors, c'est exactement ça. C'est vraiment, en fait, on joue au détective un peu toute la journée. C'est que donc on repère sur Google Maps très simplement des grandes surfaces de toiture et puis on essaye désespérément de savoir à qui ça appartient. Parce que très souvent, on sait qui est le locataire, mais on ne sait pas qui est le propriétaire. Et jusqu'à présent, ça a bien fonctionné. Écoute, on a plus d'une dizaine de rendez-vous. À chaque fois, les gens ont été bien séduits. On a quoi, 20 000 mètres carrés de toiture dans le pipe, à divers stades des négociations, en phase terminale et en début. Mais ça séduit. Hein, c'est quand même une mise à disposition d'une installation photovoltaïque gratuite au final. Et les gens sont hyper réceptifs, c'est très très chouette à voir parce qu'on a quand même des concurrents, mais on a décidé de faire ça autrement et le concept séduit. Et donc vous mettez des panneaux solaires sur ces toitures et comment ça, qui paye ces panneaux solaires? À qui est-ce que... Quel est le business model? Le business model. Alors nous payons les panneaux solaires, on contracte un droit de superficie. Un droit de superficie c'est quoi? C'est une amphithéose, c'est un droit réel, donc on est propriétaire du toit pendant 10 ans. On achète les panneaux, on les installe, on donne l'électricité que ça produit en guise de loyer, donc on a un loyer qui est payé en nature. Et nous, en contrepartie, on leur demande de renoncer à leur droit d'accession au certificat vert, qui est le subside accordé par l'État. Et simplement en touchant ce subside, on arrive à s'y retrouver dans notre investissement initial et à savoir se payer. Ok, d'accord. C'est génial. Donc, j'ai un toit, je mets des panneaux solaires, j'ai mon électricité. Donc, je ne paye pas mon électricité, mais derrière, je permets à des gens de se rémunérer, en l'occurrence vous. Exactement. Ça permet, en fait, on a deux cibles. Ce sont les grosses entreprises qui pourraient totalement faire l'investissement eux-mêmes et qui gagneraient plus. Il faut savoir que si tu fais l'investissement toi-même, tu gagnes plus. Mais qui n'ont absolument pas le temps. Donc, ils ont plein d'employés, etc., qui sont focus sur leurs tâches. C'est trop grand, ils n'arrivent pas. Il faut engager quelqu'un supplémentaire pour... Non,
pas possible, on délègue. Soit tu as des PME qui n'ont pas le budget d'investir et ce sera un trop grand trou dans la caisse pendant la période de return. Ouais. Donc il suffit d'avoir un toit et je paye rien en fait. Non, à partir du moment où j'ai un toit, j'ai mon électricité gratuite entre guillemets. Ouais. Je ne paye rien du tout. On s'occupe de tout. Des études de stabilité bien sûr pour voir si ton toit va soutenir la charge des panneaux. C'est pas très lourd mais bon. Vraiment, ça dépend en fait, ça dépend du type de profil. Le gars des fois veut savoir tout sur tout et effectivement alors il nous accompagne dans toutes les étapes. Et puis il y a des gens qui ne veulent rien savoir et qui arrivent. Vous avez la certification d'un bureau d'études que mon toit va pas s'effondrer. Que pour les fuites d'eau c'est bon, que pour ça et ça c'est bon, vous pouvez y aller, moi je m'en fous, je regarde rien. Voilà, ça c'est un peu nos deux types de clients. Et au niveau du fournisseur, enfin, les panneaux, comment vous avez fait pour savoir quel type de panneau fonctionne Alors, mieux on passe par des intermédiaires, hein, donc nous en fait on a en fait un petit côté de promotion, on ne fait pas de la promotion pure, mais dans le fait que tout ce qui est technique et installation et fourniture des panneaux, c'est pas nous qui le font, on délègue tout, on est un intermédiaire financier. Quoi. D'accord. Alors, on a plusieurs fournisseurs. En fait, on travaille avec les plus gros dans le domaine. On fait toujours des appels d'offres, en tout cas pour le moment, pour voir avec qui on a le meilleur feeling. Et voilà, très simple, hein, c'est des gars reconnus. On vérifie bien d'où vient la main-d'œuvre parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là en Wallonie. Donc, on vérifie bien que les travailleurs sont sous ONSS et qualifiés. Et à partir de ce moment-là, on est bon s'ils nous font la. Et c'est eux qui font l'installation aussi. C'est eux qui font l'installation et c'est eux qui vont se fournir. Certains fournisseurs passent encore par des grossistes, d'autres, les plus gros ici en Belgique, passent directement en Asie. Il faut savoir que le plus gros des panneaux photovoltaïques au niveau de la planète, quasi tout est produit en Chine. Vietnam et Corée du Sud. Nous, les panneaux qu'on va installer maintenant viennent de Corée du Sud, spin-off de Samsung. Voilà. Donc au final, je ne veux pas réduire le business, mais c'est assez simple au final. Je veux dire, tu toques à la porte de quelqu'un qui a un toit. Ça paraît très très simple. Voilà. Mais est-ce que ça l'est vraiment ou est-ce que c'est compliqué de se lancer pour toi? Ça n'a pas été compliqué de se lancer. Au final, on a réuni les informations assez vite, tout ça en 6 mois. On a fait nos plans financiers, on a rencontré la banque qui nous a dit très bien, on a rencontré nos investisseurs qui nous a dit très bien. Tout ce côté-là était, en fait, le côté opérationnel a été efficace puisque les chiffres suivaient, c'était pas une mauvaise idée. Donc, par contre, en fait, convertir un client et cette gestion de projet, elle, est extrêmement compliquée parce que à chaque fois c'est différent. Il n'y a pas moyen de standardiser. Chaque personne est différente, chaque personne a ses inquiétudes et on va nous demander d'avoir des garanties sur à peu près tout. Mais on peut pas, on n'est pas Dieu météorologue ou autre. Pas de vin. Il y a même certaines fois des situations où il n'y a même pas d'experts qui existent. Et là, ça devient compliqué. Mais justement, comment vous faites au niveau des prévisions? Parce que la personne accepte de mettre des panneaux sur son toit. Alors, comment est-ce qu'il sait, tiens, ça va me produire telle quantité d'énergie il ne peut pas savoir. Si, justement, en fait, il y a des moyennes gouvernementales, un outil gouvernemental qui s'appelle PVJS. S'il y a des gens qui ont envie d'aller chipoter là-dessus, c'est très très chouette. Il y a des moyennes de radiation solaire qui ont été prises sur 25 ans. Ok, d'accord. Et donc on sait avec une certitude, avec un écart type de 3% ce qu'on va produire. Ok, exactement. d'accord. Et c'est ça qui est donc, extrêmement. À quoi t'attendre, quoi. C'est extrêmement attrayant, oui, c'est ça qui est extrêmement attrayant parce qu'en fait on envoie directement des offres aux gens par mail pour les avoir au téléphone, extrêmement précises. Voilà, on voit que votre toit fait X mètres carrés, on pourra installer X puissance dessus. Vous allez économiser X euros avec, il y a toujours la marge d'erreur, par exemple, si ces gens ont beaucoup de groupes de froid, donc tout ce qui est frigo, on paye l'électricité moins cher parce que sinon on ne s'y retrouverait pas. Et puis les gros consommateurs ont des profils de consommation différents et des prix réduits. Nous, on paye 1 mégawattheure 220 euros, un industriel va le payer 110 et un gars qui a que des frigos 80. Donc, on doit toujours un peu calculer, mais on arrive à vraiment avoir des offres comme ça, même dans donc tu viens avec des chiffres concrets, quoi. Et directement. Ça rassure le client, j'imagine, derrière, de savoir. Et vous vous êtes lancé il y a combien de temps? Alors, on a débuté l'activité en mai. Ok. On ne voulait pas investir les fonds, ouvrir la société au final,
avant d'avoir quelque chose d'un peu sérieux au niveau d'un client. Et donc, on a ouvert ça en juillet. Ok, donc c'est quand même assez récent. Ah oui, c'est très récent, le 20 juillet. Ouais, ok. Et comment est-ce que tu as su que voilà, c'est Léopold qui est venu avec un truc, qui a émis l'idée de ce premier projet, puis vous avez pivoté là-dessus. Comment est-ce que vous avez su que ça allait marcher entre vous et que vous alliez pouvoir travailler ensemble de manière efficace? C'est une très très bonne question. Mais de base, on s'entend très bien, sans être meilleur pote. Au final, on le devient petit à petit. Mais on s'entend très très bien et on avait directement vu que rien qu'au niveau des études, on avait quelque chose de très complémentaire. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt dans la finance, dans le côté pratique, opérationnel, législatif, et lui a fait marketing. Et donc, rien que ce match-là, on s'est dit, ok, ça c'est pas mal. Ce qu'on a quand même fait, et je pense qu'il est recommandé pour tout le monde, bon après c'est du haut de ma très grande expérience qui est tout de suite de 2 mois, c'est qu'on a fait une feuille chacun avec nos qualités et nos défauts, et voir là où ça pouvait matcher, et là où ça matchait, et là où ça pouvait foirer. Et vraiment, une petite discussion de 1 heure, disant voilà, moi je suis comme ça, et ça, je pourrais le changer. Si ça te dérange, on ne fait pas quoi. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas grand chose qui nous dérangeait l'un chez l'autre. On peut comparer ça à un mariage. Vous avez joué carte sur table et vous avez dit clairement, je suis comme ça, t'es comme ça. Voilà. Je trouve que c'est c'est la façon la plus honnête et la meilleure façon de le faire au final. On a aussi évidemment fait un pacte d'actionnaire, etc. Quand même. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver, mais on a beaucoup réfléchi avant de mettre ça en place, voir si est-ce qu'on s'entendrait toujours bien. Et vous aviez toujours eu envie d'entreprendre ou ça vous est venu comme ça du jour au lendemain? On a toujours eu envie d'entreprendre. Avant ça, Léopold avait l'idée de créer une société de promotion en fait, de chalets, de cabanes de jardin. C'est un grand menuisier à ses heures perdues. Et moi, à tous les blocus, je faisais un business plan différent. À chaque fois sans vraiment la capacité de le mettre en œuvre. Mais cette fois-ci, en disant, ok, là, j'ai fini mes études, j'y vais, quoi. Et donc, vous venez de terminer vos études. Donc, vous avez quoi, 23, 24 ans. Est-ce que votre âge, ça a été un inconvénient ou un désavantage dans votre business? Est-ce que les gens qui ont cette toiture assez importante vont se dire, au final, c'est des gamins, je ne vais pas travailler avec eux? Est-ce que ça a été un problème ou est-ce que ça vous a même bloqué mentalement? Est-ce que vous étiez réticent de vous lancer là-dedans à cause de votre âge? Au début, on était un peu stressé quand même. On s'est dit, waouh, ils vont nous voir débarquer. Et on s'est rendu compte petit à petit, au fur et à mesure qu'on avait des rendez-vous, qu'on rencontrait de nouveaux clients potentiels, que ça jouait en notre faveur. Ça excitait vraiment les gens de voir des jeunes gars se bouger le cul et se dire qu'ils allaient entreprendre. On a vraiment eu des très très chouettes réunions. Au final, on s'amusait comme des fous avec un client qui n'était même limite pas parce qu'il allait mettre bien son bazar par terre ou un truc comme ça, mais qui était super intéressé. Il était là, waouh les gars, vraiment trop chouette, continuez comme ça. Jusqu'à présent, ça n'a pas été un frein. On a eu quelques petites remarques, bien sûr. Oui, vous êtes quand même jeune, mais ça c'est quand c'est des gens qui sont un peu plus engagés et qui doivent un peu négocier certains points. Donc oui, ça va revenir dans les négociations. Mais je ne pense pas du tout que ça joue en défaveur, en notre défaveur. Donc quelqu'un qui dirait « je suis trop jeune pour entreprendre », c'est une excuse après, ça dépend du domaine dans lequel tu te lances, j'imagine. Non, il ne faut pas. Faut pas. Après, si tu te sens trop jeune, peut-être que. Il y a des choses à faire, d'après toi, avant d'entreprendre, ou il faut juste se lancer et le faire? Écoute, c'est toujours compliqué à dire parce qu'au final, on s'est lancé, etc. Mais on n'a pas une énorme expérience, donc je me vois quand même toujours très mal de donner des grands. Mais est-ce que, par exemple, pour toi, il faut lire des bouquins? Est-ce qu'il faut vraiment se former? Est-ce qu'il faut écoute, sur la petite expérience qu'on a maintenant, 2 mois d'activité réelle et nos 6 mois d'activité officieuse, on a effectivement beaucoup de documentation, mais sur le sujet ciblé, après l'entrepreneuriat,
Il faut s'informer, oui, quand même. Okay. Il faut s'informer, soit pas obligé d'aller lire des bouquins, des articles, c'est toujours mieux. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, Paul et moi, c'est que poser des questions, c'est la clé de tout, quoi. Ouais. Faut pas avoir peur, en fait, de poser une question nulle. Tant qu'on a la réponse, en fait, il faut être juste content et aller demander à droite, à gauche, téléphoner, prendre son téléphone, demander qui, pourquoi, quoi, aller chercher sur Internet, pas avoir peur, trouver un gars, une société qui fait ça, pouf, on prend le téléphone et on appelle, on pose ses questions, vous faites ça comment, etc. Est-ce que je peux avoir une personne de contact? Okay. Pour moi, c'est vraiment la meilleure manière de lancer un projet, c'est prendre son téléphone. C'est aussi comme ça que vous avez commencé au début, vous avez appelé les gens avec des grandes surfaces pour leur demander si ça les intéressait? Ah, on a d'abord téléphoné à tout le monde sauf eux. Ouais. Ah bah oui, évidemment, il fallait qu'on arrive avec quelque chose de béton devant eux. Donc on a fait une grosse recherche d'infos de décembre à mai intensivement, où on contactait tous les gens qu'on connaissait ou pas, qui avaient un pied dans le domaine, soit de l'immobilier, soit dans l'énergétique, soit même dans le législatif, pour qu'on arrive vraiment béton devant. Que tu aies quelque chose de concret et que tu ne sois pas exactement pris pour un rigolo, quoi. Ah oui, parce que voilà, quand on arrive devant des gars, peut-être que de temps en temps, oui, ils ne comprennent pas grand-chose au photovoltaïque. C'est pour ça qu'on a développé un produit qui est extrêmement simple à comprendre. Je crois que quand je te l'ai expliqué, tu as compris directement. Non. Enfin, j'ai compris l'idée, mais j'ai pas compris le fonctionnement derrière, niveau rémunération, etc. Voilà, le fonctionnement est clair. Et du coup, on prend quand même un risque de se retrouver devant un gars qui s'y connaît plus que nous. Ce qui maintenant n'est plus jamais le cas. Mais au tout début, c'était quelque chose qu'on devait à tout prix éviter, quoi. Donc, avant de se lancer, il ne faut pas hésiter à triple-check ces informations, téléphoner à 4 personnes différentes. Est-ce qu'il n'y a rien de pire qu'en fait de lancer quelque chose en l'air qui n'est pas vrai, parce que c'est promettre quelque chose qui n'arrivera pas. C'est ça, donc vous aviez un dossier béton, quoi. Ouais, donc on a fait de notre mieux, on a fait de notre mieux pour monter un dossier béton. Pour le moment, c'est satisfaisant, les personnes qui ont travaillé sont satisfaites, donc on est satisfait. Fonctionne. Vous n'avez pas eu peur qu'on vous vole votre idée? Parce que vous avez appelé plein de gens, etc. C'est quelque chose qui bloque souvent. On n'a pas eu l'idée, enfin on pensait qu'on avait eu l'idée, mais on a des concurrents. Donc il y a Engie qui a lancé sa start-up il n'y a pas longtemps, qui fait exactement la même chose. Eux le font en Flandre et en Wallonie aussi. On se cantonne sur Bruxelles pour des raisons pratiques, c'est plus simple sur Bruxelles. Et on a 3-4 concurrents qui le font, mais pas à plein temps. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait un créneau, parce qu'on trouvait que nos concurrents le faisaient peut-être pas d'une manière qui était parfaitement adéquate. Enfin, on trouvait qu'on pouvait faire mieux. On trouvait qu'on pouvait faire mieux. Et alors on s'est dit, pourquoi pas. Donc l'idée n'était pas incroyable, mais vous avez pris quelque chose qui était déjà fait et vous l'avez amélioré, quoi. On essaie de l'améliorer, parce que nos concurrents sont très très bons, et voilà, mais on s'est dit, nous on peut rajouter notre touche, et on pense que notre touche va faire la différence. Et niveau financement, vous avez été à la banque. Comment ça se passe un rendez-vous à la banque, une discussion? Vous leur dites, voilà, on veut louer des surfaces immobilières pour y mettre des panneaux solaires. Moi j'aurais la trouille, quoi, d'aller voir un banquier et lui dire ça. Je ne serais pas rassuré, quoi. La première réunion, je m'en souviens très très bien. Ah oui, en fait, la banque, c'est de la négociation, c'est du marchandage. Il faut arriver avec un plan financier béton, c'est sûr et certain, le connaître sur le bout des doigts. De nouveau, le plan financier, surtout en tant qu'étudiant, aller demander à des gens qui en ont déjà fait plein, etc., de le revisiter avec vous, etc. Après avoir fait le premier, les plans financiers, c'est tous les mêmes. Donc ça roulera, mais le premier est vraiment bien le faire. Et une fois que les chiffres suivent, généralement, la banque est preneur. La banque n'a pas de raison de dire non si tu viens avec quelque chose de Oui, il y a toujours une raison de dire non, mais c'est une très très bonne époque pour investir. Les taux d'intérêt sont très très bas, les banques sont demandeurs
d'emprunt. Elles veulent prêter parce que garder l'argent chez eux, il est à perte. Même le Ribor, il est, je pense, encore négatif, ou il est passé à 0. Donc le Ribor, c'est le taux d'emprunt entre les banques elles-mêmes. Et leur taux à la Banque centrale européenne, où elles doivent garder leur argent, une réserve, est encore plus négatif que le Ribor. Donc vraiment, elles veulent l'extérioriser. Donc c'était le bon moment en fait de se lancer. Et pour toute personne qui veut se lancer, c'est toujours le bon moment, et ça le restera encore pendant quelques années. Mais donc oui, il faut... C'est stressant, mais une fois que vous savez que votre plan financier fonctionne, il n'y a pas de raison que ce soit un non. Et pas hésiter à demander la lune pour avoir quelque chose d'un peu moins bien. Mais... Au pire, ils disent non, tu t'en meurs pas, quoi. Au pire, ils disent non. Il y a une bonne quinzaine de banques en Belgique. Il faut un refus, 2 refus, 3 refus. Il y en a bien qui vont accepter. C'est ça. Moi, je pars de cette philosophie-là. Et alors, si tu te plantes, comment ça se passe? Alors, si on se plante, nous on travaille avec en fait, BNP Paribas là-dessus, c'est des grands experts dans l'énergie verte. Chaque installation qu'on installe est hypothéquée à BNP, c'est-à-dire que si on se plante, les installations seront de toute façon gérées par BNP, notre client n'a pas de souci à se faire, elle ne va pas être à l'abandon. Et si on se plante, comme tout le monde, c'est un curateur qui vient et qui essaie de rembourser les dettes au mieux. Et puis, voilà. Je pense pas, j'espère qu'on ne se plantera pas. C'est un risque avec lequel vous êtes prêt à vivre? C'est un risque avec lequel on est prêt à vivre. On a quand même quelques sécurités vis-à-vis de l'État qui nous permettent de penser que ce n'est pas facile de tomber en faillite. Il faudrait en fait avoir des grosses fautes de gestion. J'espère qu'on ne fera jamais. Ça peut aussi arriver, mais bon, je pense pas que... Parce qu'on est assez rationnel que pour se dire qu'on ne fera pas ça. Mais on n'a pas trop peur, non. Je pense pas. C'est un produit extrêmement quantifiable, donc on n'a pas beaucoup de variables. On devra peut-être se serrer la ceinture à certains moments, mais ça c'est un peu comme tout le monde. Donc on a moins peur que quelqu'un qui se lance dans une entreprise de service, par exemple, qui lui dépend vraiment de son portefeuille de clients et que s'il n'a pas de demande, il n'a rien du tout. Et justement, par rapport à ce risque, donc vous sortez des études, vous annoncez à vos familles que vous vous lancez, vous n'allez pas travailler en tant que salarié. Comment est-ce qu'ils réagissent? Très bien. Vraiment. On a tous les deux une famille d'entrepreneurs en fait. Nos 4 parents se sont lancés dès le plus jeune âge aussi, à leur compte, ou bien après 2-3 ans d'expérience dans une boîte. Donc ils ont totalement compris la démarche en fait. C'est hyper chouette quoi. Ils étaient là genre on y va à fond, si vous avez besoin de conseils, on est là. Et ils nous ont d'ailleurs beaucoup aidés dans le lancement, dans la phase de rassemblement d'informations. C'était vraiment une chouette source d'informations. C'est génial d'avoir des parents qui sont aussi entrepreneurs. Vous étiez soutenu quoi. Donc tout le monde n'a pas cette chance d'être soutenu par ses parents. Et je pense que c'est quand même important d'avoir le soutien de sa famille quand tu te lances. Ça te donne du courage quoi. Ça te donne vraiment du courage. Et il y a des business angels, je vais les appeler comme ça, parce qu'au final, un business angel, c'est pas tellement angel, parce qu'il veut plutôt investir et avoir des profits. Mais il y a des parrains qui recherchent vraiment gratuitement à coacher des jeunes. Je pense que ça peut aussi, si la famille ne soutient pas, aller trouver quelqu'un comme ça, qui est un coach, qui est juste là pour donner son conseil, et qui a l'envie d'entreprendre, l'envie d'aider les jeunes, ça peut aider à... Il y a toujours moyen de trouver quelqu'un. Tu irais où, toi, si tu devais trouver un parrain comme ça? Alors, tu as des adresses? Il y a le réseau Entreprendre, qui font de très très belles choses. Le réseau Entreprendre, pour avoir un coach officiel du réseau Entreprendre, il faut avoir 3 ans d'existence et déjà être en bénéfice. Mais téléphoner en disant voilà, moi j'ai besoin d'un coach, ou pas vraiment, quelqu'un de me confier, quelqu'un d'un expert qui est intéressé dans l'entrepreneuriat, les jeunes. Je crois que c'est une bonne adresse parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, c'est totalement bénévole. Ils ne peuvent pas investir dans l'entreprise dans laquelle ils coachent. Donc c'est vraiment des gars passionnés qui sont là pour aider des jeunes. Ça, c'est le premier truc qui me vient au-dessus de la tête. Sinon, il y a des incubateurs, etc. Mais
Jamais été, en fait, à partir du moment où c'est plus du coaching bénévole, pour moi vraiment bénévole, où il n'y a pas une seule envie d'investir dans la société, je trouve que oui, mais le conseil peut être un peu biaisé. Du coup. Oui, si tu as de l'argent dans la boîte, forcément, tu auras envie influencer, c'est pas forcément le bon mot, mais… Oui, de diriger en fait l'entreprise vers le point de vue du gars un peu plus âgé, donc on l'écoutera peut-être un peu plus, etc. Donc c'est pour ça que les incubateurs, c'est incroyable, c'est des superbes idées, mais on fait attention. Faut faire attention en fait, de bien être aligné avec ses propres idées. Toujours prendre le conseil des autres, mais rester bien focus où le conseil s'arrête et faire la ligne, la délimitation entre les deux. Ok. Niveau engagement, comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez 15 heures par jour ou est-ce que ça va encore? Ça dépend. Écoute, ça dépend vraiment. Il y a des semaines qui sont un peu avides parce qu'au final, on est un intermédiaire. Donc, on a toujours besoin d'une réponse de quelqu'un pour avancer dans le dossier. Voilà, si l'ingénieur stabilité est en train de calculer, on ne peut pas savoir réellement la surface de panneaux qu'on va pouvoir installer, donc on ne peut pas donner des chiffres, etc. Donc il y a des semaines qui sont uniquement du cold call, du networking, du mail et de l'attente d'informations. Donc là, c'est des journées, on va dire 8 heures. On est tranquille, on sait qu'il n'y a pas, on prévoit des réunions, etc. Et puis il y a les semaines rush, où là, généralement c'est une semaine sur deux. La semaine rush où on a pris tous les rendez-vous, etc. Et on a les rendez-vous en enfilade, 10h, 11h, midi, pause, tac, 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 tac. Et puis encore des affaires courantes à gérer après. Et là, oui, c'est facile de temps en temps de travailler jusqu'à 10h du soir. Mais bon, ça c'est… Tu fais ton projet, donc forcément… C'est un plaisir, c'est hyper entraînant, c'est génial d'avoir des rendez-vous, il n'y a rien de plus chouette que d'aller rencontrer des gens, de repitcher son projet et d'espérer les voir convaincus. C'est toujours très très chouette et une très belle expérience. En parlant de pitch, est-ce que tu penses que les concours entrepreneuriaux, de jeunes startups, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui a une forte valeur ajoutée? Ou est-ce qu'il faut directement tester son idée, fail fast, aller voir les clients, etc. Je pense que ça a sa valeur ajoutée, oui, vraiment. Ça permet de tester son idée, de réunir peut-être des fonds de base. Nous, on avait des économies qu'on a mis de côté depuis plusieurs années, mais il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc pourquoi pas, s'il y a une bonne idée, il faut y aller, et récolter les fonds qu'on peut gagner, et puis la notoriété, ça peut attirer l'œil, c'est de la visibilité supplémentaire. Après, si l'idée est vraiment bonne, pas tarder à se lancer, parce que s'il y a un gars il y a toujours des gars qui regardent un peu le concours en se disant « ça c'est une bonne idée, je vais peut-être la lancer moi-même ». Il y a des yeux, des oreilles qui sont là, exactement. Mais non, c'est génial, vraiment. Nous, le business était peut-être un petit peu trop classique et déjà vu pour gagner un concours d'entrepreneuriat. Bon, sinon, je pense que ça nous aurait amusé de le faire. Enfin, là, je parle pour moi, mais je pense que Léopold est du même avis que moi. Ça nous aurait… La Startac, on a suivi celle de cette année d'ailleurs. Ça nous a amusé, quoi. J'en reviens juste sur la question de l'engagement et du temps que ça prend d'entreprendre. En ce moment, on voit beaucoup je vais appeler ça des culpabilisateurs, mais qui disent tu dois travailler. Par exemple, Gary Vaynerchuk, qui lui dit voilà, tu dois bosser 16 heures par jour, sinon tu n'arriveras à rien. C'est quoi ton avis là-dessus? Travail tant qu'il y a du travail, mais c'est facile de dire ça en même temps, parce que sinon, on va travailler 16 heures par jour. Mais moi, ma philosophie, c'est de travailler jusque quand je me sens satisfait et surtout que je pense que mon client va être satisfait. C'est-à-dire que voilà, j'ai mes deadlines et je compartimente bien mon horaire et je me dis bon, ça ce dossier, je dois le plancher à fond, cette deadline elle doit être tenue, là je travaillerai 16 heures, puis je donne mes deadlines et en fonction de, je me garde un horaire correct, max 12 heures par jour, enfin j'essaye. Il y a des journées moins, il y a des journées plus. Tant que le client est satisfait et que toi tu es satisfait,
il y a pas de, c'est impossible de donner un horaire, de dire ouais, il faut travailler 10 heures. Ça veut dire que des fois, 4 heures sur ton bureau parce qu'il n'y a strictement rien à faire, parce que évidemment le vendredi soir, il n'y a personne qui répond au téléphone, que c'était pas ta semaine de rendez-vous, que tu es en attente de 26 000 mails pour avancer dans tes projets. Bah, alors à ce moment-là, va faire du sport, cours un coup, va boire un verre avec des potes, ce sera mieux que rester bêtement derrière ton bureau en train d'attendre. Est-ce que vous aviez toutes les compétences au moment de vous lancer ou est-ce que vous avez dû apprendre sur le chemin? Bon, ça fait que 2 mois, mais est-ce que vous avez dû apprendre de nouvelles choses? Ben, on a appris avant de se lancer, en fait. On ne voulait pas arriver incompétent sur le terrain, c'est très important. On est arrivé avec, on arrivait avec, je pense, toutes les compétences techniques à avoir. En fait, c'est des compétences de gestion de base. Évidemment, on apprend toujours sur le terrain, évidemment, parce que comme je te dis plus tôt, chaque profil est différent. Donc, chaque toiture a un problème différent et c'est impossible de tous les recenser sans être confronté au problème. Mais la base technique, pour nous, devait être acquise à 100% avant de se lancer. Et c'est ce que je pense qu'on a fait. On a taffé le truc à fond, parce que quand on s'est dit, on s'est jugé satisfait, parce que quand on a pitché le projet, bien évidemment, à plein de personnes externes, que quand ces personnes-là n'avaient plus aucune question, ou qu'on avait encore des questions, mais qu'on pouvait toujours répondre du tac au tac, on s'est dit, satisfait, ok, c'est bon, on peut y aller. Pour l'instant, vous êtes sur Bruxelles. Vous avez encore pas mal de travail. Oui. C'est quoi votre vision une fois que vous avez recouvert tous les toits de Bruxelles? Si on recouvre tous les toits de Bruxelles, il y a énormément de choses à faire en fait, dans l'électrique, dans l'énergétique, là en Belgique, en Europe et dans le monde. Nous, à long terme, on sait que c'est un projet qui ne va peut-être pas être à très long terme parce que en fait, le taux des subsides varie d'année en année. C'est quelque chose, quand ton taux de subside est accordé, il est accordé pour 10 ans, donc ça ne varie plus. Donc il y a bien un moment où, à mon avis, on va se retrouver avec les installations qu'on aura installées, mais plus d'espérance de croissance, en tout cas sur Bruxelles. Donc on réfléchit effectivement déjà au futur et on regarde surtout dans les nouvelles technologies hydrauliques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous amuse tous les deux. Vraiment, peut-être pas la start-up dans laquelle Léopold a travaillé, certainement pas même. C'est un peu trop compliqué en fait. Mais on se renseigne sur d'autres types de machinerie lourde qui nous paraissent hyper intéressantes et qui vont pouvoir avoir un réel impact. Parce qu'ici, on a un impact écologique, mais on aimerait en avoir un plus grand. Surtout aussi, c'était une des grosses motivations de ce lancement, c'est qu'on s'est dit, bon, mais on va faire bouger les choses, on va aider notre pays quand même à maintenir ses quotas, à essayer d'atteindre les quotas signés à la COP21. On veut faire quelque chose, quoi. Et là, pour le moment, effectivement, avec des panneaux, on fait quelque chose, mais à chaque fois, c'est 20% d'une facture d'électricité, 30% d'une facture d'électricité. Là, pour le futur, on aimerait bien arriver à fournir de l'électricité pour un village ou qui sait, une ville. Et vraiment avoir un impact, genre se dire que ces gars sont en autonomie sur de l'énergie verte et hydraulique qui est le plus constant, en fait, qui est plus facile à quantifier. Ça, ce serait vraiment un rêve pour nous deux. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis, toi qui es dans ce domaine de l'énergie renouvelable. Est-ce que les choses avancent vraiment? Parce que moi, je vois ça d'un œil extérieur et j'ai l'impression que ça ne bouge pas, quoi. J'ai l'impression qu'on nous donne des dates, qu'on nous donne des quotas, mais qu'au final, il n'y a rien qui change, quoi. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça bouge en Wallonie et en Flandre parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Les grosses boîtes dans l'hydraulique, l'éolien et les groupes producteurs d'électricité ont des pieds dans les administrations, etc. Donc arrivent à installer à peu près ce qu'ils veulent pour maintenir leurs quotas. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ça bouge, effectivement. Ils ne font pas beaucoup de pubs, mais les quotas sont tenus en Flandre et en Wallonie. À Bruxelles, c'est très compliqué parce qu'il n'y a que le photovoltaïque, en fait. On ne peut pas mettre une éolienne sur la Grand Place, ni un barrage dans Bruxelles. Donc ça va être très compliqué. Donc il n'y a vraiment que le photovoltaïque et là c'est très compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques
sur les panneaux solaires en Wallonie, en Flandre, des gars qui facturaient des montants inimaginables ou des gars qui faisaient payer l'installation mais qui prenaient subside. Donc un retour sur investissement effarant avec des pauvres gens qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils signaient. Des gens qui ont dû vendre leur maison à cause de ça, parce qu'ils se retrouvaient avec des emprunts. Le prix du panneau a fortement descendu, mais avant ça coûtait très très cher. Donc les gens sont très 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 méfiants à Bruxelles et ça stagne. Stagne. C'est là qu'on a vu en fait notre porte d'entrée, c'est qu'on s'est dit qu'on allait peut-être apporter un regard neuf et essayer de mettre en marche cette transition électrique et écologique à Bruxelles, parce qu'il n'y a que 2% du potentiel photovoltaïque, qui est moins de 2% qui est exploité à Bruxelles. Ah oui, c'est impressionnant. Il n'y a rien du tout. Vraiment rien. Il y a des très grosses installations, etc. De nos concurrents ou par exemple, magnifique projet des usines Audi. Ils ont 1 kilomètre, toutes leurs usines ont des panneaux. Mais ça, c'est des gros investisseurs qui savaient qu'ils pouvaient le faire, etc. et qui l'ont fait eux-mêmes. Mais c'est très rare d'avoir des grosses boîtes qui vont le faire eux-mêmes parce que c'est trop de complications, ou ça prend énormément de temps, ça ne va pas assez vite pour commencer à tenir des quotas, ou bien pas assez d'argent. Et puis, c'est quand même, il faut s'y retrouver dans toutes ces administrations. C'est beaucoup de chipots entre le réseau, le gestionnaire des certificats verts, les producteurs, négocier plusieurs contrats différents, réunir tous les acteurs. Il y a du travail, quoi. Donc, je peux comprendre qu'un particulier ou une PME disent il faut en plus investir de l'argent là-dedans et je vais prendre des heures et des heures à faire mon bazar. Je fais rien. Donc il y a du travail dans ce domaine-là, quoi. Il y a clairement des choses à faire. Il y a des choses à faire, mais il ne faut pas sous-estimer le fait que ce n'est pas évident d'arriver chez des gens. Les gens, tu arrives chez quelqu'un en lui disant tiens, je vais te donner des panneaux solaires. Il n'y a personne qui t'a dit on est en Belgique, il pleut tout le temps. C'est pas rentable. Non, pas encore. Ils se sont dit qu'on avait quand même calculé un minimum et qu'on avait réfléchi quand même avant d'arriver avec cette belle offre. Mais effectivement, ça pourrait être une question. Mais non, en fait, en Belgique, n'importe où dans le monde, en fait, on peut savoir exactement ce que ça va produire. C'est sûr qu'on produit beaucoup moins que dans le sud de la France ou sur l'équateur. Mais tu produis quand même au final. On produit très bien. Il y a un rendement en Belgique de 15% de la puissance nominale. Ça, c'est un peu technique. Ça parlera peut-être aux ingénieurs qui écoutent. Si tu avais, on arrive à l'avant-dernière question, si tu avais un conseil à donner à un étudiant ou un jeune diplômé qui veut se lancer, ce serait quoi? Comme je t'ai dit, les conseils, c'est toujours compliqué en tant que. Ou alors la chose que tu as apprise jusqu'à présent. La chose que j'ai apprise, il y en a tellement en même temps. Eh bien, c'est de pas hésiter en fait. C'est de prendre un Excel, prendre un Word et commencer à taper un business plan, commencer à taper les chiffres. Et se renseigner, bosser son projet à fond. De toute façon, c'est génial de développer un projet, même si ça tombe à l'eau. C'est développer tout le temps. Dès qu'il y a une idée, je regarde les chiffres. Ça fonctionne. Donc attends, on peut commencer à développer une offre. Très bien. Il y a quelqu'un qui est intéressé. On commence à en travailler à deux. Et voilà. C'est comme ça qu'on est tombé dessus au final. Donc, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce que je peux trouver Skysun? Où est-ce que je peux me renseigner sur ce que vous faites? Alors, le site internet, skysun.be, tout est expliqué de la manière la plus simple possible. Il y a même une petite fac qui répond aux questions les plus fréquemment posées. Il y a une petite vingtaine de questions. Et des petits graphiques pour montrer comment ça fonctionne pour les certificats verts, etc. C'est un site très simple. Sur le LinkedIn Skysun et Facebook Skysun, on poste des articles toutes les semaines en référence à l'électricité, donc énergie renouvelable, ou cette semaine c'était les voitures électriques. Et là, on tient informé aussi de nos projets et de ce qui se passe dans l'entreprise. Écoute, merci Arthur. Avec grand plaisir.